Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 120 de Dragon Ball Super. Semaine assez chargée en termes de planning de vidéos, etc. Comme je vous l'ai dit hier, je pars en congé à partir de ce jeudi 21 jusqu'à la première semaine de janvier, c'est pas encore bien défini. Bref, aujourd'hui, épisode 120 de DBS. Écoutez, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Franchement, sympathique. Je vais pas vous dire que j'ai adoré le meilleur épisode du siècle, machin, non, c'est pas ça. Mais on va dire un épisode plutôt respectable, qui ne fait pas bouger l'histoire. Sincèrement, vous pouviez dormir devant l'épisode, ça marchait, il n'y avait pas besoin de réfléchir, on est bien d'accord. Mais contrairement au dernier épisode de DBS, ces 2-3 dernières semaines qui essayaient de s'éparpiller, de nous montrer du combat, de nous montrer des dialogues entre tel et tel personnage, de nous montrer des destructions d'univers pas si bien réussites que ça, etc. Eh bien cet épisode 120 est venu devant nos yeux en affirmant haut et fort que ce qu'il allait nous proposer c'était de l'action et uniquement de l'action. À ce niveau-là, c'était sincèrement réussi. Les dessins et l'animation étaient vraiment de bonne qualité, d'ailleurs, sans rentrer dans les détails, mais il y a un mec qui est bossé sur l'animé Dragon Ball Z à l'époque, qui a supervisé l'animation de cet épisode de DBS, et ça se ressent. Forcément, le style est toujours un petit peu plastique façon DBS, mais voilà, ça se ressentait quand même sur la qualité, même s'il y avait quelques défauts par-ci par-là. Mais comme quoi, vous voyez, vous pouvez même reprendre des gars de l'époque de DBZ, et le résultat final reste quand même du DBS, donc il y a une volonté côté de l'auto-animation de faire ça. C'est pas les mecs qui sont moins talentueux qu'avant, vu que quand on met les mêmes mecs qu'avant, ça rend pas forcément mieux qu'avant, vous voyez ce que je veux dire ? Et après les musiques, on va dire qu'ils ont fait dans du classique, des musiques qu'on connaît, placées à des moments auxquels on pouvait s'y attendre, mais ça faisait aussi le travail, et j'ai été surpris aussi qu'ils ont mis l'espèce de musique un peu rock là. D'habitude ils nous l'ont mis pour Frost et pour Freezer quand il y a des plans maléfiques, des choses comme ça là, et ça ils nous l'ont sorti au moment où les robots ont fusionné. Ça passait sincèrement bien, ça rajoutait un petit côté dramatique à la situation, etc. Et à la limite les devins, si je voulais vraiment, je pourrais vous dire que cet épisode était bien et je pourrais vous saluer, vous dire au revoir. Mais bon, je vais pas m'en arrêter là, je vais quand même un petit peu plus rentrer dans le détail de ce qui s'est passé. Bon, l'épisode démarre tout simplement avec ce plan magnifique. Il a pas d'importance dans l'histoire, mais voir Gohan qui est devant Goku et Vegeta, c'était sublime. J'ai pas encore choisi quelle image sera mon image de miniature, mais sincèrement, même si là il n'y a pas des éclairs, des transformations et tout ça, c'est super joli, vraiment. On a eu droit à une super courte apparition de l'univers 11, allez savoir pourquoi Toppo prend la pause comme ça. Déjà qu'ils sont les trois en train d'observer un petit peu comme des pervers, en plus avec l'espèce de faux soleil dans le dos, ça leur met une ombre sur le visage, ça fait encore plus pervers. Et le Toppo qui tape sa pause comme ça, j'ai pas bien compris pourquoi. Mais bon, c'était plus drôle qu'autre chose, et dès le début d'épisode, on nous dit que l'univers 11 est le plat principal et que c'est contre eux qu'il va falloir se taper. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que, mais attends, tiens, il y a l'univers 3, faut d'abord s'occuper d'eux. C'est le souci de cet arc, c'est pas le souci de l'épisode 120 ça. Ça c'est vraiment un souci lié au tournoi du pouvoir. C'est-à-dire que j'ai pas fait les comptes, mais en gros, l'univers 7 a éliminé plus de 40 adversaires à eux seuls. À titre de comparaison, l'univers 11 de Jiren a éliminé 2 gars, et c'est Jiren qui s'en est occupé. Vous voyez, 40 contre 2, c'est pas du tout la même chose. En gros, ce tournoi-là n'était pas vraiment, ou très rarement en tout cas, une Battle Royale, mais c'était l'univers 7 face à tous les univers. Et ça s'est ressenti encore trop fort, j'aimerais bien le dire aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je crois, la semaine dernière, c'était un défaut qui revient à chaque fois. C'est pas bien grave que l'univers 7 soit au centre de la caméra, on s'y attend. On est tous des supporters de l'univers 7, on se dit c'est notre univers, vous voyez, même si c'est débile de dire ça, mais on se dit tout ça dans nos têtes. Donc c'est normal qu'on ait notre dose d'univers 7. Mais ce tournoi aurait pu justement être plus vivant et plus normal, c'est-à-dire que c'est une Battle Royale. Et en ce titre-là, c'est vrai que c'est dommage. Bon, ensuite, chose intéressante, Mosco peut communiquer avec Paparoni grâce à la canne, etc. Comme ça, il peut leur donner des ordres. C'est plutôt intéressant qu'il y ait ce lien entre le mortel et le Hakaishin. Est-ce que c'est Paparoni qui a créé cet objet qui peut communiquer et décrypter Mosco? En tout cas, c'est intéressant. Et le personnage de Paparoni, je le trouve vraiment intéressant. On verra plus tard s'il nous révèle quelque chose à son compte, mais j'ai l'impression qu'il fait partie de la même race que celle de Cato Pesla. Si vous regardez leur physique, etc., je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Je ne sais pas vraiment s'il y a un lien de famille, mais ça ne m'étonnerait pas que l'autre soit son fils, même un semblable de sa race ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est le rassemblement des robots de l'univers 3. Et en parlant de eux, je vais vous dire pour moi quel était le défaut principal de cet épisode-là. Je vais pas vraiment dire que c'est les niveaux de puissance, parce que vous avez été nombreux à me dire « Saikyo, tu trouves pas qu'il y a un problème par rapport aux puissances, ces robots qui sortent un petit peu de nulle part, qui fusionnent et qui sont capables de rivaliser plus ou moins avec un Gohan potentiel éveillé, même Goku Vegeta Blue ne s'en débarrasse pas avec un seul coup, est-ce que tu trouves pas ça un petit peu abusé ?» Sincèrement, je trouve pas ça vraiment abusé. On sait déjà que la Toei a plutôt tendance à faire ce genre de choses, donc on commence à s'y habituer au bout d'un moment. Je dis pas que comme on s'y habitue, c'est bien, mais une fois que tu as compris comment le système marche, t'es moins étonné. C'est ça que je veux te dire. Mais après, il y a eu un semblant de justification avec Paparoni qui nous montre que soi-disant leurs capacités sont augmentées de 1256% ou un délire comme ça. Après voilà, tu vas pas t'emmerder à multiplier les 1256% pour voir ce que ça donne. Tu te dis ok, ils nous ont sorti un chiffre de fou, voilà, ça donne ça, et puis voilà.
Donc au niveau des robots fusionnés, etc., le niveau de puissance ne me dérange pas trop. Par contre, ce qui m'a choqué, c'est quand les robots étaient les trois séparés, Kotsukai, Pancha et Borareta, et qu'ils se tapaient contre nos amis là de la Team 7. Ben, ces trois robots-là avaient l'air vraiment beaucoup plus puissants, résistants et tout ce qu'on veut, que quand ils se sont fait massacrer par Caulifla toute seule. C'est vrai que Caulifla est arrivé et les a pris par surprise, mais on a vu que dans cet épisode-là, ces robots sont très connectés, etc. Et ils m'ont beaucoup fait penser à Pain dans Naruto Shippuden, qui était connecté avec ses corps, etc. Et qui pouvait voir un petit peu dans tous les horizons et partager des infos. On a vu par exemple que le robot Kotsukai était capable d'assimiler des informations, de les communiquer à ses collègues et tout ça. Donc normalement, ils n'auraient pas dû se faire surprendre par Caulifla, de 1. Et ensuite, rien qu'en termes de puissance, je vais vous montrer des images. C'était une Caulifla qui avait récupéré ses forces. Bon, d'accord, mais elle avait beaucoup d'égratignures. Je pense pas qu'elle était 100%. Mais surtout, elle était dans sa forme de base, elle était même pas transformée. À la limite, si Caulifla avait débarqué en Super Saiyan de niveau 2 et qu'elle les prenait par surprise, j'aurais pu dire pourquoi pas. Mais là, c'est vrai que quand on a vu comme ils se sont fait déboîter, ils se sont fait ridiculiser, c'était une phase d'humour, hein, on s'en rappelle bien. On s'est dit, ces trois robots, ça sera un petit peu de la merde plus tard à battre, ça va être vite fait. Alors que là, déjà, en étant séparés, ils commençaient un petit peu chacun à causer un petit peu des problèmes à notre équipe de Goku Vegeta. C'était des Goku Vegeta et tout, forme de base, donc ils ne voulaient pas se fatiguer plus que nécessaire, mais des problèmes quand même. Et ça, pour moi, ça aurait été le problème de l'épisode. Après, pour moi, cet épisode-là était du tout bon, vraiment. Et m'a fait beaucoup plus plaisir à voir que les épisodes 118 et 119, clairement. Et pourtant, vous voyez, il n'y avait pas de prise de tête, de destruction, tout ça. Je préfère un épisode d'action plutôt réussi, plutôt qu'un épisode qui va essayer de nous proposer 100 000 choses en 20 minutes et qui va tout rater. Bon, voilà. Et sinon, après, qu'est-ce qu'on a eu dans cet épisode-là? Ben écoutez, on a eu des petits combats éparpillés en début d'épisode, on a eu... Ça, c'était plutôt remarquable, j'ai envie de vous dire, la coopération entre C18 et C17 face à Biara, et je suis content que l'épisode s'est occupé de se débarrasser de Biara. Même Biara, si vous regardez bien, il a reçu un espèce de power-up, un power-up inexpliqué, parce que rappelez-vous, si je dis pas de bêtises, c'était quand C18 était en train de se battre face à Ribrian, il me semble, il y a quelques épisodes en arrière, et C17 s'est fait coincer par Biara, et après C17, on l'a vu, il avait mis une grosse raclée à Biara qui était au sol à moitié KO, etc. Donc normalement, même C17 tout seul, il a aligné 2-3 droites à Biara et c'était réglé, vous voyez. Ils ont voulu faire de la mise en scène et même gagner du temps dans l'épisode, je le comprends. Et c'était plutôt bien fait, et surtout que là j'ai senti une vraie coopération entre C17 et C18. J'ai vraiment beaucoup apprécié tout ça. Et si vous voulez, la grosse différence pour moi qu'il y a entre la coopération que l'on a eue il y a quelques épisodes en arrière, vous vous souvenez que j'étais pas très content justement de la coopération C18 et C17 face à Ribrian, Rosie ou je sais plus qui là, parce que je vous avais dit c'était des combos mais sans le faire exprès. Ah tiens, tu passes par là, bon ben je te l'envoie, donne-lui un coup. C'était pas vraiment voulu. Je sais que ça vous avait beaucoup plu parce que ça donne un petit côté classe du genre même sans le vouloir je t'enchaîne et je te fais des combos, je comprends. Mais là, dans cet épisode 120, c'était une coopération voulue, comme ce à quoi C17 et C18 nous avaient habitués dans l'œuvre Dragon Ball dès leurs premières apparitions. Les coups de pied sont synchronisés, les vagues de ki sont synchronisées, et tout ça fonctionne très bien je trouve. Et au final, comment est-ce qu'ils vont venir à bout de Biara? Eh bien là, grosse surprise, parce que pour les personnes qui étaient abonnées à ma chaîne il y a à peu près 1 an en arrière, ça commence à dater un petit peu, vous devez vous rappeler que en rigolant, je vous disais toujours que les attaques façon mitraillette de ki dans Dragon Ball, que ce soit Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, ça n'a jamais marché. Et même au début de Dragon Ball Super, ça ne marchait pas ces vagues de ki là. Les petites boules de ki, mais des millions là, on t'en envoie. Au final, c'est juste pour faire de la mise en scène et faire croire que ça va vite. Mais ça n'a jamais fait de mal à un adversaire, ça n'a jamais tué personne. Vegeta Super Saiyan 4 n'a pas arrêté de faire ça sur Lee Shenron, ça n'a pas marché. Il y a Vegeta encore une fois qui a fait ça sur Cell après la mort de son fils et ça n'a pas marché. Donc en gros, ce sont des bouts d'animation pour boucher les trous d'un épisode. Sauf que là, ça a marché. Et c'est quelque chose d'extrêmement rare dans la série et franchement, faut le noter. C17 et C18 se sont mis chacun de leur côté à faire leur mitraillette de ki et ils ont défoncé Biara comme ça. C'était cool, franchement, c'était bien fait. Et après, pendant ce temps, parce que toutes les choses se passent en parallèle, Goku et Vegeta s'occupent un petit peu des robots comme ils peuvent, mais Gohan prend le devant de la scène et ça c'était cool aussi. Il arrive, il retient 2 robots et là, soi-disant, il passe en mode potentiel éveillé. Bon, en tout cas, l'épisode se poursuit et c'est quand même très classe, hein, les passages où Gohan se bat comme ça, c'est vraiment très rapide. Je pense que vous avez vu hein, cette vélocité du combat et tout ça, ça partait à toute vitesse. Il y avait une intensité justement à la DBZ qu'on est très nombreux à rechercher. Je n'attends pas de DBS qu'il soit un copier-coller de DBZ. Si je veux un copier-coller de DBZ, je vais voir DBZ. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a certaines choses qui ont fait le succès et surtout le mérite de DBZ que l'on veut retrouver ici et c'est normal. Et bon, ça part dans tous les sens, ça tourne dans tous les sens et le combat se met à progresser vraiment pas mal, surtout après l'élimination de Biara. Donc pour ceux qui ont vu la preview de l'épisode suivant ou les spoils, ne vous inquiétez pas, je ne vais rien dire, je ne vais rien spoiler, mais normalement Biara n'aura aucun lien avec ce qui va se passer dans le prochain épisode, si vous voyez ce que je veux dire.
Je dis bien normalement parce que quand vous voyez que le Genkidama ça prend l'énergie des gens qui sont sur le ring, on peut s'attendre à une connerie du genre avec Biara, mais bon. Bon, ensuite, après ça, après que C18 ait éliminé Biara, encore un éliminé au compteur de l'univers 7, eh bien, il est venu le temps que le Kaioshin de l'univers 3 s'arrange encore une nouvelle fois ses lunettes, une animation que l'on a vu des tas et des tas de fois. C'est comme la Akaishin LS qui tend son bras, sa main ou je sais pas quoi, ils nous ont gonflé avec ça. Hein. J'aime beaucoup le design des divinités de Dragon Ball Super, mais franchement, au bout d'un moment, c'était un petit peu long, hein, ces repompes d'animation. Mais Mosco communique. J'aime beaucoup, au fait, l'ange, je crois qu'il s'appelle Campari de tête, si je vous dis pas de bêtises, qui traduit pour Mosco. Je trouve ce truc cool, vraiment. En plus, j'aime bien la doublure vocale de Campari, ça passe bien. Et donc, en moitié d'épisode, Mosco annonce que l'on doit lancer le plan X. Alors, rien à voir à ce qu'il y a dans vos têtes, bande de pervers. C'est simplement que l'on va lancer une fusion. Et déjà, première chose que j'ai bien aimé, c'est que l'on nous montre que Paparoni n'est pas juste un mortel scientifique, il a aussi du ki. Vous avez vu qu'il a envoyé une vague de ki bleu sur Gohan. Il est peut-être pas très puissant, peut-être qu'il a le niveau d'un Tenshin Han, voire d'un Yamcha, ou encore plus faible que ça, d'une Videl, enfin je sais pas. Mais en tout cas, il arrive à manifester des vagues de ki. Et comme je ne spoilerai rien par rapport à l'épisode 121, je n'en dis pas plus, mais retenez bien ça. On en parlera dans mon analyse de preview en détail, mais Paparoni a du ki, donc c'est plutôt intéressant pour la suite des événements et pour la fameuse seconde partie du plan X. Mais la première partie du plan X, c'est un simple assemblage entre Kotsukai, Borareta et Pancha. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette scène. Forcément, ça ressemble beaucoup au Super Sentai Mecha. On s'y attendait, il n'y a pas de surprise là-dedans. Et du coup, deux choses à vous faire remarquer. C'est que ce robot-là, c'est vraiment un assemblage, plus qu'une fusion, même si le mot fusion a été dit dans l'épisode. J'ai même plus que deux choses à vous dire. La deuxième chose, c'est que ce robot s'appelle Kochiareta, pour bien sûr le nom Kotsukai, Pancha et Borareta. Kochiareta. Le nom est un petit peu bizarre à prononcer, je suis d'accord, mais bon, c'est comme ça. Autre chose à vous dire, l'aura qui entoure ce robot, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais on dirait que c'est du ki parce que, et c'est vraiment bizarre, parce que ces trucs-là, ce sont de purs robots, et il y a Goku et Vegeta qui en parlent en disant son ki a nettement augmenté. Comment est-ce que l'on peut sentir le ki d'un robot? Ça, franchement, j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'au final, la série nous a un petit peu mal expliqué l'origine des robots de l'univers 3? Est-ce qu'ils sont vraiment des mortels et plus que des robots et des créations? Je vous avoue que de ce point de vue-là, c'est un petit peu bizarre à comprendre. Un autre plan sur Jiren avec Toppo qui lui dit « Ah, t'as vu, il y avait quand même une menace un petit peu côté univers 3 » et Jiren semble reconnaître le niveau de puissance de ce robot, donc ce n'est pas rien, vraiment. Freezer, lui, il est content de ce qui se passe comme d'habitude, encore en train de se toucher sur son rocher comme d'habitude, et au final, ça sera qu'une répétition de ce qu'on savait déjà sur Freezer, hein. Il va les trahir à un moment ou à un autre, bon voilà, franchement, ça ne nous a rien appris. Dans cet épisode-là, on a bien sûr eu la confirmation que Goku et Vegeta restaient un maximum en retrait, et que Gohan avait un petit peu planifié cette stratégie-là, parce qu'il a compris que ça sera un combat de force entre Univers 11 et Univers 3, et que Goku et Vegeta, surtout Goku, sont plutôt mal en point pour le moment, en termes de stamina, etc., et qu'il faut qu'ils récupèrent. Et c'est vrai que dans ce tournoi, c'est quand même bizarre, hein, les cycles de récupération. En 2 minutes de temps, le mec peut passer SSJ Blue, Kaioken, Ultra Instinct, perd toute sa stamina. 2 minutes plus tard, il souffle un petit peu et ça y est, il est remis dans le bain. Et ça, à répétition, c'est vraiment bizarre. Mais bon, c'est vrai qu'en soi, la stratégie de Gohan est correcte, il n'y a aucun souci avec ça. Sauf que maintenant ça se complique vraiment parce que Gohan tape dans le robot qui est fait d'un métal vraiment très résistant, hein, pour ne pas se briser, ne pas se plier au contact des coups de poing de Gohan, c'est qu'il est vraiment costaud ce robot là. Ensuite il y a eu cette espèce de jeu de force dans lequel Gohan et le robot forcent l'un contre l'autre, on sentait que Gohan reprenait le dessus. Et pile à ce moment là on a eu l'arrivée de Goku et de Vegeta. Franchement c'était un superbe moment, je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs ce plan là où Goku et Vegeta frappent dans le robot, ça m'a fait penser au film, je crois que la VF s'appelait 100 000 guerriers de métal avec métal couleur, quand il passe à travers le robot pour le fracasser, un truc comme ça. Mais surtout, ce qui m'a rappelé un truc, et là soyez bien attentifs, juste après que Vegeta ait fait son petit speech là qui se transforme en SSJ Blue, machin, regardez ces plans. Regardez bien, ça ne vous rappelle rien du tout. Eh bien moi ça me rappelle l'avant-dernier opening de DBS. Regardez à la fin, il y a Goku et Gohan exactement dans la même position qui foncent pour combattre. Donc est-ce que cette image-là, à elle seule, est capable de mettre fin à la théorie concernant l'ending? C'est une théorie qui circule partout, je pense que vous l'avez tous entendu quelque part, Facebook, Twitter, YouTube, vos amis, n'importe où, comme quoi Goku et Vegeta seraient les derniers. Est-ce que c'est pas juste une repompe d'animation qu'ils ont remis dans un autre contexte pour faire joli, et puis voilà? C'est possible, hein, franchement c'est possible. N'hésitez pas à remater les deux passages, vous verrez l'animé et l'ending, ça se passe pareil. Les deux sont exactement positionnés de la même manière, les mêmes poses, ils se regardent pareil au même moment, sauf que Goku se transforme en blue, ce genre de choses, et ils sont pas vraiment dans le même état de fatigue, les habits sont pas exactement les mêmes, mais ça se passe pareil, et ils finissent par foncer sur leur adversaire. Voilà, bon, est-ce que ça y est? Est-ce que c'était encore un tout ça pour ça, partie 3? Bon, voilà, je ne sais pas. Et là, encore une fois, les devins, on a eu droit à de très belles scènes, on a eu droit au canon Garrick mélangé au Kamehameha de Vegeta et Goku Blue, c'était super joli. Ça rappelle quand même beaucoup ce qui s'est passé dans l'arc Mirai Trunks, on avait ce genre de scène qui se produisait.
mais c'était très joli à voir. Et c'est vrai que là, par rapport au niveau de puissance, ça a fait grincer des dents beaucoup de monde. Comment ça se fait que eux deux ne sont pas venus au bout de ce robot-là? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'histoire des pourcentages, machin, franchement, j'ai pas cherché à comprendre. Et au final, quel a été le rôle de Goku et de Vegeta? Tout simplement d'occuper ce robot. Et c'est pas facile à faire parce que le robot, il a des capteurs partout, etc. Mais en profitant de toutes ces lumières, de toutes ces attaques, le robot a concentré toutes ses capacités là-dessus forcément, même Paparoni lui aussi. Et le subterfuge était que Gohan leur préparait un Kamehameha de fou. Vraiment un très très joli Kamehameha, j'ai beaucoup aimé. Surtout la manière dont il était préparé, ça me rappelle un petit peu le jeu vidéo qui n'a pas été beaucoup aimé par les gens, mais je le trouvais plutôt sympa à sa sortie, sur PlayStation 1 Final Bout. Vous aviez deux options, soit vous balanciez un Kamehameha, soit vous balanciez le Super Kamehameha. Et le Super Kamehameha, ça faisait une grosse boule d'énergie que le guerrier Z, là, tenait entre ses mains comme ça, qu'il manipulait, je trouvais ça super classe et super joli, et là ça a été encore le cas. Et tu sens que quand le mec va te balancer ça en pleine gueule, tu vas souffrir. Et c'est ce qui s'est produit. Kochiareta, là ou je sais pas quoi, il s'est pris ça en pleine gueule, il s'est fait complètement massacrer. Franchement, il y a eu une grosse interrogation. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas été éliminés du ring de ce tournoi du pouvoir avec un Kamehameha si gigantesque? Franchement, je me le demande. On peut supposer que le robot a utilisé un grappin pour s'accrocher, qu'il a sauvé Paparoni en même temps, mais rien de ça n'a été montré, on ne peut que supposer. Et c'est sur ce genre de détails que l'auto-animation ne fournit pas assez, vous voyez, pour mettre un petit peu de lien, de cohérence entre les scènes, pour avoir de meilleures transitions tout simplement. Et les problèmes de transition dans DBS, c'est pas nouveau, c'est depuis le début. Et du coup, forcément, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode-là, c'était Beerus. Ça a été très court, mais Beerus qui n'arrêtait pas d'appeler Gohan petit ou gamin durant tout l'épisode. Ça nous a forcément rappelé récemment Kame Sennin qui se faisait appeler grand-père, le vieux et tout ça par Beerus. Et à la fin, Beerus avait dit bien joué Muten Roshi. Et là, ça a été exactement la même chose, mais ça fait toujours son même effet, je trouve. Surtout que c'est pour des personnages qui en valent la peine. Kame Sennin, Gohan, voilà, c'est joli. Beerus qui l'appelait gamin finit par dire non, bien joué Gohan. Ça, c'est des choses très courtes, mais qui font vraiment plaisir à voir, et j'espère que ça fera partie de la version manga. C'est quelque chose, je trouve, de nécessaire. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, le Beerus version manga est quand même beaucoup plus sévère que celui de l'animé. Et là, les devins, eh bien, on arrive tout simplement à la fin de l'épisode, avec Paparoni qui se relève, il y a un flash lumineux qui sort, on voit que le robot géant est toujours là, il a l'air dans un sale état, mais il est toujours là, il est dans son dos. Paparoni dit qu'il n'avait pas prévu de faire ça, mais qu'il va être obligé, forcément, il est obligé de tout sortir. Donc en gros, la dernière étape du plan X, ça risque d'être une attaque, une technique risquée, forcément. Comme je le fais dans chacune de mes reviews, je ne vous spoilerai pas ce qui a été montré dans la prévue de l'épisode suivant. On sait déjà à quoi va ressembler la nouvelle étape de ce plan X, mais même s'il n'y avait aucun spoiler, il était facile de se douter, parce qu'il suffit simplement de se rappeler quand vous avez vu des films, des séries, même d'autres animés ou mangas. Quand il y a un scientifique fou, ou un scientifique méchant, ou un ennemi, enfin peu importe, un mec super intelligent, qui fait des trucs vraiment très spéciaux, qu'est-ce qui se passe au moment où il est au pied du mur et que sa création n'a pas marché et s'est fait défoncer? Normalement, le scientifique, à ce niveau-là, s'implique lui-même aussi dans la bataille d'une manière ou d'une autre. Je pense que ça devrait faire réfléchir d'en rester sur ça. Bon, écoutez les devins, vous avez compris, c'était un bon épisode pour moi. On aurait pu faire beaucoup mieux, mais on aurait pu faire beaucoup pire. Donc franchement, un épisode respectable, qui se regardait bien, qui faisait passer un très bon moment pour moi en tout cas. Venez me partager tous vos avis en zone commentaire, toujours dans le respect bien sûr. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là aujourd'hui. Tout comme je vous remercie par avance pour tous les likes, les j'aime. Vos soutiens sont super importants pour ma chaîne YouTube, je vous en remercie déjà d'avance. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.